Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Georges qui est manager en évaluation financière chez Finexsi et qui va nous parler de l'évaluation financière et de ses enjeux économiques. Bonjour Georges, Bonjour Louisa, comment vas-tu ? ça va et toi, merci. Ça va plutôt bien, ravi de t'avoir avec moi sur cet épisode de Midi Expert. Aujourd'hui, tu le sais, tu vas répondre aux questions des étudiants et des jeunes diplômés, Oui. tu vas nous parler de ton parcours aussi, mais nous dire précisément comment devenir évaluateur financier, comment les méthodes d'évaluation sont amenées à changer ou encore quels sont les métiers d'avenir de ce secteur, et tout cela au regard de ton expérience. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou aussi nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Georges, on a reçu beaucoup de questions concernant ton expérience professionnelle, mais aussi tes études. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Oui, bien sûr, j'ai fait une double licence éco-gestion à Nanterre avant d'intégrer Neoma en 2015. Et au cours de mon parcours à Neoma, j'ai rejoint Finexsi en stage en 2012. Ça s'est très bien passé et donc j'ai fait un apprentissage ensuite chez Finexsi. Que j'ai finalement rejoint en 2015 après avoir été diplômé. Pourquoi j'ai fait le choix de rester chez Finexsi? C'est principalement parce que au fur et à mesure de mes expériences, j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre, de progresser rapidement, qu'on me confiait des responsabilités. Donc ça m'a donné envie de continuer au sein du cabinet. Et tu vas pouvoir nous expliquer tout ça en détail. Une question évidemment qui est revenue, c'est qu'est-ce qu'un évaluateur financier et quel est son rôle et ses missions ? Alors, l'évaluateur financier, c'est un professionnel indépendant qui va donner une opinion sur la valeur d'une entreprise ou d'un actif ou sur une transaction. Donc, son rôle, finalement, va varier hein, en fonction des contextes. Si il vient aider un dirigeant qui se pose des questions sur la valeur de son entreprise, ou si il intervient pour un groupe coté qui en rachète un autre, et là, on aura besoin de l'évaluateur financier pour valider finalement les paramètres de l'opération. C'est un métier d'opinion, c'est-à-dire que on demande à l'évaluateur financier d'être objectif et donc il va mélanger un aspect technique d'évaluation, les fameuses méthodes qu'on peut enseigner dans les écoles, le DCF, les comparables boursiers, et les adapter à la situation de l'entreprise qui va devoir analyser. Il va devoir analyser le business de l'entreprise, son environnement concurrentiel, les risques qui pèsent sur sa croissance. Et donc voilà, à partir de techniques financières adaptées au business de l'entreprise, il va former une opinion sur sa valeur et dans le cadre d'une transaction, former une opinion sur le caractère équitable d'une transaction. Et ça, c'était pour les missions de l'évaluateur financier, mais est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une journée ? Alors, la journée type, je dirais qu'elle dépend du calendrier fixé par le client. En général, dans une mission d'évaluation, il y a trois phases. Il y a une phase de prise de connaissance de l'entreprise, de ses performances financières, qu'on va faire à partir de documents publics ou à partir d'éléments que le client va nous transmettre. Ensuite, on va devoir échanger avec l'entreprise cliente, sa direction financière ou ses BU opérationnels pour bien comprendre son business plan, ses prévisions. Et enfin, préparer une restitution, préparer nos conclusions sur lesquelles on va échanger avec les actionnaires de la société, avec l'autorité des marchés financiers ou avec le client. Et donc, en fonction de ces trois phases-là, on va avoir des journées avec une matinée où on va analyser le document, l'après-midi un échange avec le client et ensuite voilà préparer les restitutions. Donc c'est ça qui rythme nos journées. Okay. Voilà. Et alors, on a eu aussi les étudiants voulaient plus de précision sur des exemples de dossiers ou de missions qu'ils pourraient traiter. Alors là, tu parlais de ton côté, de ton quotidien, mais quel est le quotidien d'un stagiaire ?
Alors, un stagiaire chez Finexi, en sein du pôle évaluation, Ouais. son rôle, il va être intégré à l'équipe dans le cadre d'une mission. Mhm. Typiquement, on a réalisé récemment la fusion PSA-Fiat, on a travaillé dessus. Le stagiaire qui était assigné à l'opération, il a participé aux études de marché sur le secteur, il a regardé les comptes de PSA et de Fiat Mhm. pour se faire une idée de la performance, des activités des deux groupes. Et il participe également, quand je parlais des restitutions, à la préparation d'analyses qu'on mettra dans les Mhm. rapports pour les clients. Et évidemment, la grande question de ce Midi Expert, c'est l'évaluation financière et les enjeux économiques. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi cette évaluation, elle est au cœur des enjeux économiques? Oui, bien sûr. Je dirais qu'elle est au cœur des enjeux économiques pour deux raisons et au cœur des enjeux économiques selon les contextes. Mhm. Comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, quand on intervient pour un dirigeant, on va l'aider à se faire une idée sur la valeur de son opération, mais en Mhm. discutant avec lui, on va le faire réagir sur son marché, sur ses prévisions. Donc à ce titre-là, on intervient en amont, on accompagne les transactions. L'autre aspect, c'est qu'on intervient dans le cadre de fusions qui intéressent des sociétés cotées ou dans le cadre d'offres publiques pour sécuriser finalement les actionnaires de ces sociétés sur les conditions des transactions. Donc je dirais qu'on rassure les actionnaires, ce qui sécurise finalement le marché boursier et qui évidemment a un intérêt dans l'enjeu économique. Et on va ouvrir maintenant sur les métiers de la finance, pour ces questions-là qui ont été redondantes. Et la question est, quels sont les métiers de la finance qui permettent de faire de l'évaluation financière uniquement, est-ce uniquement les transactions services? Alors justement, non. Les transaction services, en fait, c'est un métier qui consiste à analyser les performances récentes d'une entreprise euh, au service finalement d'une transaction. Je dirais que ce qui distingue un professionnel des transaction services d'un évaluateur, c'est que l'évaluateur doit être objectif et se créer une opinion sur le futur de l'entreprise, là où Transaction Services s'intéresse un peu plus à ce qui s'est passé ces dernières années. Mhm. Et en plus, en fonction du contexte, selon que le professionnel du TS ou Transaction Services intervient pour un acheteur ou un vendeur, il aura tendance je dirais, orienter un petit Mm. peu les résultats de ses travaux. Et chez vous, vous avez des parcours 100% évaluation financière, c'est ça? Oui, absolument. Donc, on propose des stages spécifiques à l'évaluation financière et on recrute également au grade de junior, assistant débutant, des gens qui ont eu une première expérience en stage dans des milieux qui sont liés à l'évaluation Mm. financière. Donc, si par exemple vous avez fait un stage en M&A ou vous avez fait un stage en audit et vous vous intéressez Mm. aux méthodes d'évaluation, vous comprenez et vous maîtrisez les techniques, vous pouvez intégrer en tant qu'assistant débutant Finexi en évaluation financière. Ce qu'on constate, c'est quand même que les gens qui ont une première expérience où ils ont manipulé un peu les méthodes Mm. d'évaluation sont les plus à l'aise ensuite quand il faut Ouais. être assistant débutant et avancer dans ce métier. Donc, il faut maîtriser le métier en validant des compétences et avoir une maîtrise technique. Oui, 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 je dirais ça. Une compréhension, en tout cas, des équilibres financiers d'une Mm. entreprise et ce qui peut faire sa valeur. Maintenant, évidemment, on ne peut pas demander à un assistant débutant de Mm. maîtriser par cœur un calcul de taux d'actu ou d'avoir toutes les subtilités, mais au moins qui comprennent Mm. les enjeux. Et alors, une autre question, une expérience antérieure, est-ce nécessaire comme un stage en audit financier, par exemple? Non, je dirais que comme on vient de le dire, si on a fait du contrôle de gestion dans un secteur ou qu'on a une bonne compréhension des méthodes, de ce que Mm. c'est que la valeur économique d'une société, de ce que c'est que sa dette, ça peut suffire. Une autre question sur le parcours. C'est beaucoup revenu cette question de parcours, de guidance. Quel est le parcours Évidemment. traditionnel pour faire de l'évaluation financière?
Je dirais soit on commence par faire de l'évaluation financière, après son diplôme, après avoir fait un premier stage ou pas, comme on vient de le voir. Ou alors, ce qui est mon cas, on commence par faire de l'audit, pendant, 2 ou 3 ans dans un cabinet pluridisciplinaire et c'est quelque chose qui nous attire et donc là, petit à petit, on va intervenir, de plus en plus sur des missions d'évaluation. Ça peut être également des professionnels du M&A qui, bon, comme on le sait tous, ça peut être un rythme un peu soutenu Mm. et qui se disent: «J'ai un peu envie de changer de voie ou m'orienter vers quelque chose où la technique est plus importante» et donc qui s'orientent vers l'évaluation financière après 2 ou 3 années, oui. Et sur la prochaine question, tu y as déjà un peu répondu, mais j'insiste parce qu'elle est vraiment revenue. En quoi l'évaluation financière, ce n'est pas du transaction services? Hem, je dirais qu'effectivement, c'est vraiment cette distinction entre vision du futur de l'entreprise par Mmh. rapport à ses performances récentes et les contextes sur lesquels on intervient, dans le sens où en tant qu'évaluateur financier, on intervient beaucoup dans le cadre de fusion ou d'OPA, alors que, la transaction services va traiter toutes les opérations. Une question plus précise, Georges. Quel est le rôle des évaluateurs financiers dans les opérations de M&A? Alors justement, traditionnellement, l'évaluateur financier, il va intervenir en amont Mmh. ou, à la fin pour valider les paramètres, qui ont été déterminés par, les parties, donc l'acheteur et le vendeur, Mmh. conseillés par leurs banquiers d'affaires qui, eux, sont du professionnel du M&A. Donc, je dirais que l'évaluateur financier fait partie, heu, de l'environnement du M&A, mais il n'est pas un banquier d'affaires qui va travailler pour son client, et qui aura de Mmh. fait une démarche qui sera probablement moins dans l'opinion, mais plus dans la maximisation de valeur pour un vendeur ou au contraire, tâcher de réaliser une bonne Mmh. affaire pour un acheteur. Mais pour toi, qu'est-ce qui distingue vraiment l'évaluateur financier, d'un professionnel du M&A? Hem, ce qui fait vraiment la différence, c'est justement celle-là, je dirais que l'évaluateur financier doit avoir une vision globale d'une opération, mais va être chargé de valider les Mmh. termes financiers d'une opération, leur caractère équitable, comme on a pu le faire, au moment du rapprochement entre Alstom-Bombardier ou au moment de l'acquisition de Latécoère, l'année dernière. Le sujet, c'est vraiment, je dis à l'actionnaire si les conditions financières sont équitables, Mmh. là où le professionnel du M&A va travailler pour l'acheteur ou le vendeur et va chercher à, obtenir les meilleures conditions pour son client. Est-ce qu'il y a la question de l'objectivité entre ces 2 métiers? Oui, évidemment, je pense que le banquier d'affaires a une vision objective, de de la valeur, mais son intérêt est différent et donc il aura parfois tendance à avoir moins besoin d'avoir un avis Mmh. objectif. On continue là-dessus. Participez-vous aux opérations de M&A jusqu'au closing et est-ce bien de la valorisation? Alors, effectivement, on participe jusqu'au closing. Le rapport de, l'expert, indépendant, évaluateur financier est souvent une condition nécessaire même au closing d'une opération. C'est-à-dire que vous avez une fusion entre 2 groupes importants. Les actionnaires du groupe doivent se prononcer sur l'opération et à ce moment-là, on attend que l'expert, l'évaluateur financier ait donné un avis sur l'opération qui va aider les actionnaires à se faire une idée, une opinion sur la fusion en Mmh. question. Donc on participe effectivement jusqu'au closing pour, valider, l'opération. Et dans cette opération-là, qu'est-ce que vous confiez aux stagiaires comme Mmh. mission? Quand comme je l'évoquais, on va lui demander principalement, d'intervenir sur des études du marché de l'entreprise, Mmh. de regarder ses comptes historiques, pour essayer de comprendre les grands, drivers de sa Mmh. performance, analyser les performances de ses concurrents. Ça, c'est pour la partie prise de connaissance. On peut lui demander, de participer à des analyses sur, des méthodes d'évaluation comme les transactions comparables ou les comparables boursiers. Donc là, quand on regarde par exemple, PSA, quelles sont les sociétés Mmh. qui lui sont comparables et est-ce qu'on va pouvoir,
à partir de ces sociétés, déterminer une valeur par analogie avec ses comparables. Donc, le stagiaire va rechercher les comparables, calculer des multiples pour ces comparables et ainsi permettre de participer à l'évaluation de la société. Je te pose cette question parce qu'on en a eu sur les feedbacks, les retours et notamment quels sont les retours fréquents que vous avez des stagiaires concernant leur expérience au sein de votre entreprise? Alors ça tombe bien que tu me poses cette question. On a justement une promotion de stagiaires qui nous a quittés là, tout fin février, OK. qui avait intégré pour des stages de césure de 6 mois. Mmh. Ce qu'ils ont confié principalement, c'est qu'ils ont été surpris des responsabilités qui leur ont été confiées, dans le sens où ils ont été intégrés à l'équipe et on leur a vraiment demandé de faire le même boulot qu'un assistant débutant Mmh. qui est là en CDI. Et sur le niveau technique également, un stagiaire, si on voit qu'il avance bien, on lui fera confiance et il progressera d'un point de vue technique. On sera aussi exigeant qu'on ne l'est Mmh. avec C'est ça. les autres membres de l'équipe, ouais. Donc des feedbacks sur la responsabilité et le challenge des missions au quotidien. Ouais, C'est ce ce qu'on a qui fait ressenti. qu'on a le sentiment que les stagiaires ressortent avec une expérience réelle et l'impression d'avoir appris et d'avoir contribué aux missions qui leur ont été confiées, ouais. Pour la prochaine question, je soupçonne l'étudiant d'être en train de travailler sur un mémoire en relation avec le sujet qu'on évoque. Je te la pose. Comment Si je peux aider, il y déterminer a pas de problème. eh ben, écoute, on y va. Comment déterminer les hypothèses de croissance lors de l'évaluation d'une entreprise dans ce contexte particulier de crise? Alors effectivement, c'est une question qu'on se pose depuis bientôt 1 an, hein, depuis que la crise, nous a tous frappés. On a un associé au cabinet qui a justement, sorti un papier à ce titre-là dans Le Monde du chiffre. Ce qu'il faut, c'est d'abord se poser la question du secteur quand on analyse, une société dans un contexte de crise. Évidemment, un acteur de l'hôtellerie-restauration ou de l'aviation va avoir des perspectives et donc un taux de croissance qui sera affecté. À l'inverse d'une société dans le digital, on a vu les très bonnes performances qu'ont fait, les fameux GAFA, GAFAM. On a vu aussi, des sociétés, qui font du service numérique, donc les grands groupes ont eu besoin de se moderniser, et de moderniser leur système d'information et ont fait appel à des, sociétés du service du numérique pour les aider et donc ça a tiré la performance de ces groupes-là, donc ça a rebattu les cartes dans certains marchés et donc la croissance s'analyse vraiment secteur par secteur. Ensuite, le taux de croissance dépend finalement de la position de l'acteur sur son Mmh. marché. Est-ce qu'il est leader? Est-ce qu'il a des produits qui vont lui permettre d'aller concurrencer, les autres acteurs? Est-ce que, il est en avance technologique? C'est vraiment l'ensemble des paramètres qu'on considère Mmh. avant de fixer, un taux de croissance pour une évaluation financière. Et d'un côté pratico-pratique, qu'est-ce que tu peux donner comme exemple, dire les mesures qu'il faut mettre en place au regard de ces hypothèses? Ouais, bien sûr. Alors, il faut s'interroger sur la géographie des marchés adressés par l'entreprise. Si vous êtes un groupe mondialisé avec une présence en Chine, au Brésil, vous allez forcément avoir l'activité dans ces pays-là qui va se développer et donc ça va tirer votre croissance vers le haut, évidemment. Donc, il faut en tenir compte. Pour ça, on va regarder également le business plan qui nous est Mmh. proposé par le management de la société. Si le business plan prévoit déjà une croissance importante, on va en tenir compte évidemment dans nos analyses. Donc c'est business plan et objectifs pour les, prochaines années. Exactement, il y a la vision, le business plan et il y a ce qui se passe ensuite qui est généralement très important pour calculer la valeur future d'un groupe, sa valeur terminale, comme on appelle ça. Et, et donc cette valeur terminale dépend d'un taux de croissance à Mmh. l'infini. Et ce taux de croissance à l'infini va dépendre justement de la compétitivité de l'entreprise, de sa position sur le marché, de ses géographies. Évidemment, si on est un producteur d'appareils photo, on va pas avoir les mêmes perspectives que Ouais. si on est un acteur du digital et qu'on est principalement en Mmh. Chine.
Et pareil, je vais te demander un exemple pour vraiment aider les étudiants et les jeunes diplômés à se projeter. Est-ce que tu peux me dire le genre de mission que vous confiez à un stagiaire afin de déterminer ces hypothèses de croissance d'une entreprise? Oui, bien sûr. Alors, c'est l'étude de marché. On peut lui demander, par exemple, de prendre connaissance d'études Xerfi. Xerfi fait des études qui peuvent être intéressantes sur les perspectives de Mhm, marché. Plus généralement, d'autres études, comme celles qui peuvent être publiées par l'OCDE sur les perspectives d'inflation et de croissance sur les marchés. mhm. Voilà, c'est ces éléments-là qui Que permettent vous pouvez leur confier. ouais, qu'on confie aux Ouais. stagiaires et qui permettent à l'équipe de se documenter et Mm. d'avoir des éléments tangibles sur lesquels appuyer les travaux. Ouais. Des bases solides, c'est ce que tu dis. Alors, Exactement. autre question, comment se passe la relation avec les entreprises à évaluer qui cherchent sûrement à obtenir une valorisation la plus élevée possible? Alors, il y a effectivement, c'est un cas de figure possible. Là-dessus, faut se rappeler également du contexte dans lequel on intervient. Quand on intervient sur une transaction qui a déjà été finalement négociée Mm. entre un acheteur et un vendeur, un acheteur, en général, il n'est pas fou. Il va acheter une entreprise et il aura négocié la valeur. Et à ce moment-là, bah, de toute façon, on a une transaction et une valeur qui font du Mm. sens et qui ne sont pas maximisées. En revanche, ça arrive qu'on travaille avec des dirigeants qui, eux, se font une opinion de leur entreprise Ouais. qui n'est pas forcément soutenue par leur performance récente ou par l'opinion Mm. qu'on a du marché. Et à ce moment-là, on doit échanger avec lui pour comprendre ce décalage entre la vision de l'évaluateur et ce qu'on a pu constater dans les études de marché et la vision qu'il a, lui, Mm. de son entreprise. Je En parlais de général, après discussion, on arrive toujours à, trouver à un se- terrain d'entente. Je parlais de changement en introduction. Une question enfin, un étudiant voulait te demander comment les méthodes d'évaluation sont amenées à changer au cours des prochaines années, Alors, selon toi? les, les méthodes d'évaluation qu'on utilise aujourd'hui, on les a utilisées déjà il y a un certain nombre d'années. Elles n'ont en soi pas vraiment évolué parce que Ouais. une entreprise est toujours valorisée selon ses cash flows futurs Mmh. ou sa marge finalement. Ce qui change en revanche, c'est l'accès à l'information et c'est le marché en soi. Mmh. Les entreprises sont plus mondialisées, donc on va considérer des sociétés qui sont parfois plus éloignées géographiquement, mais qui Mmh. font la même activité que nous en Chine ou aux États-Unis. On va également utiliser des bases de données comme Capital IQ ou Bloomberg qui nous permettent d'avoir des informations plus rapidement. Mais à ce titre, il faut vraiment être prudent. De plus en plus de sociétés proposent finalement des services d'évaluation, je dirais un peu automatisés, qui fonctionnent et qui permettent d'avoir une évaluation très rapide, mais qui Mmh. n'intègrent pas le jugement de l'évaluateur et l'opinion, si vous voulez, qui va parfois manquer un peu de critique sur Mmh. les approches retenues. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels il faut être vigilant. Oui. Donc là, on est sur les questions qui permettent d'anticiper demain. Tu vas voir la prochaine question. Quelles sont les évolutions de carrière possibles? Alors pour un évaluateur Mmh. financier, qui travaille, en général dans un cabinet, de conseil comme, bah, des cabinets comme Finexsi ou ses concurrents ou encore, les cabinets qu'on connaît du Big Four, comme Ernst& Young, Price. En général, on fait une carrière, en commençant par, les grades d'assistant, puis, senior, manager et Mmh. associé si on veut rester en interne. Il y a également des missions et une vision un peu plus mathématique dans la modélisation financière. Donc, je vais finalement rejoindre une entreprise parce que j'ai une expérience dans la revue de business Mmh. plan, dans leur modélisation. Ça, un autre moyen Ouais. d'évoluer dans le secteur de l'évaluation financière en continuant de faire de l'évaluation Mmh. financière, mais au sein d'un groupe. Donc c'est plutôt parcours type en termes d'évolution. Je dirais que le parcours type, c'est plutôt rester en cabinet Mmh. parce que ce que les professionnels de l'évaluation aiment, c'est la diversité des missions, Ouais. avoir des problématiques qui changent et qui évoluent, hein. On voit, nous, cette année, j'ai travaillé dans la restauration, dans l'aéronautique, Ah ouais. dans les secteurs de Mmh. l'eau. Donc, on rencontre des gens différents, c'est ce Mmh. qui fait la richesse de ce métier.
mais certains aiment plutôt la modélisation et donc vont chercher des métiers qu'ils pourront faire en interne dans un groupe. Oui. Pour parler d'avenir, Georges, une autre question. Selon vous, quels sont les métiers d'avenir de ce secteur? Les métiers d'avenir, je pense qu'ils vont s'orienter autour de la data, c'est-à-dire que, comme on l'évoquait, il y a de plus en plus de sociétés qui cherchent à avoir des logiciels Ouais. d'évaluation automatique. Ça paraît être l'avenir. Et il y a besoin pour ça d'avoir des gens qui comprennent les équilibres financiers, qui sont finalement des évaluateurs aguerris et qui Mm. vont aider ces entreprises dans la data à être critiques et à avoir des évaluations pertinentes. Mais comme tu me disais, tant qu'il y a des sociétés cotées, finalement, le métier perdurera. Oui, absolument. Tant qu'il y a des sociétés, des gens qui s'interrogent sur la valeur ou qui ont besoin de se sécuriser sur leurs transactions, il y aura besoin Mm. d'un avis et d'une opinion d'évaluateurs sur leurs transactions ou leurs sociétés. Ouais. Une autre question des étudiants. Est-ce qu'il y a des offres à pourvoir en ce moment au sein de Finexi? Alors en ce moment, on a accueilli 2 stagiaires en évaluation financière, mais évidemment, des professionnels de l'évaluation financière, qui sont intéressés par nos métiers peuvent nous rejoindre Mm. en tant qu'assistants ou même en tant que seniors si le parcours d'évaluateur financier les intéresse. C'était la dernière question, Georges. Évidemment, il y en a eu beaucoup, mais on n'a pas pu tout mettre en moins de 30 minutes de live. J'aimerais connaître quel est ton mot de la fin, les conseils que tu aurais envie de donner aux étudiants jeunes diplômés pour les encourager en cette période. Euh, Évidemment, je pense que c'est une période qui est difficile pour créer du lien quand on est en Mm. stage ou pour rencontrer des gens et donc avoir des opportunités. Je dirais qu'il faut rien lâcher. Nous, quand on reçoit des messages, on essaye d'y répondre. On est très sensible à des gens qui font la démarche de nous écrire directement sur LinkedIn et donc ne pas hésiter à sortir un peu des Mm. sentiers battus et à contacter les gens. Quand on a une passion commune pour le métier, on s'entendra normalement bien. Ouais. Et en parlant de contacter les gens chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu sur vos orientations ou insertions professionnelles, vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, nous suivre sur notre YouTube ou notre Insta sur jobteaser_fr. Georges, un grand merci pour cette Merci à toi. masterclass, finalement. Je suis sûre que tu as pu répondre à des hypothèses et des problématiques d'étudiants actuellement dans leur mémoire. Merci beaucoup. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Midi Expert. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.